Au quartier, j'ai jamais vu un mec dire je suis triste, je suis déprimé, j'arrive pas à dormir, je suis anxieux. On va voir une personne qui se drogue à une drogue dure, on va pas aller la voir, on va pas aller l'aider, on va la juger. On dit même pas mot addiction, on dit drogué. On dit drogué, parce qu'il est malade. J'ai été diagnostiqué de la drépanocytose à l'âge de 4 ans. La drépanocytose, c'est une maladie qui attaque les globules rouges. Donc les globules rouges sont mal formés, ça crée des gros cailloux de sang dans le corps et du coup la circulation du sang est très compliquée. On fait beaucoup d'anémie, beaucoup de douleurs musculaires et de douleurs osseuses. Très rapidement, quand j'ai eu mes premières crises, on m'a prescrit et on m'a injecté des opiacés très forts et très addictifs. C'est des antidouleurs très puissants. Par exemple, la codéine, c'est à base d'opium. Après, il y a le tramadol. Les opiacés, ces médicaments qui contiennent des dérivés d'opium, sont aujourd'hui en France la première cause de mort par overdose, oui. J'ai eu une greffe de moelle osseuse en 2007, donc à l'âge de 14 ans. La greffe de moelle osseuse m'a permis de guérir de la drépanocytose. La greffe, c'est un petit moment de notre vie, c'est rare et ça vaut le coup. C'est là où j'ai découvert que j'étais dépendant des médicaments. À cette période-là, je suis dans le déni en fait. Ça veut dire que je sais que je prends les médicaments alors que je n'ai pas besoin et que je ne dois pas les prendre. De cacher le matin, voilà, pour pouvoir me réveiller. De cacher l'après-midi pour pouvoir rester éveillé. Et après, ça va être de cacher le soir pour pouvoir me détendre, pour pouvoir m'endormir. C'est des périodes où je gérais, entre guillemets, mes consommations. Moi, je travaillais dans le social. Donc je m'occupais de personnes polyhandicapées, mais je ne pouvais pas garder un boulot plus de 6 mois. À l'âge de 22 ans, je suis passé à une autre catégorie de médicaments. C'est les benzodiazépines, les psychotropes, qu'on prescrit pour les dépressions, les insomnies, l'anxiété sévère. J'étais complètement déboussolé sur une autre planète en fait. Pour vous dire la gravité du truc, c'est que j'ai pas forcément de souvenirs. J'essaie de me sevrer tout seul. Je fais le yo-yo, quoi. Je monte les doses, je descends les doses, je monte, je descends les doses. Et c'est très dangereux parce que le cerveau il suit plus. On est drogué, donc le manque, on le voit directement, on tremble de partout. On a des douleurs atroces, on a chaud, on a froid. Les opioïdes vont entraîner donc des symptômes de manque à la fois physique et psychique, qui fait que le patient va continuer et a besoin donc de ce type de médicaments. C'est le même syndrome de manque que pour une drogue dure, par exemple ? Alors, ça dépend de quelle drogue dure vous entendez donc sous-jacent. Si vous parlez donc de l'héroïne, oui. Quand vraiment l'addiction était vraiment au plus haut, quoi, j'étais à 20 cachets par jour normal, quoi. Pour me procurer ces médicaments-là, c'était un sacré combat. On fait tous les médecins de la ville. Après, les médecins de la ville, ils voient qu'il y a un problème avec moi, puisque je passe 2 fois par semaine. Je pouvais aller à 30 km pour consulter des médecins qui ne me connaissent pas. Ça m'est arrivé de menacer des médecins. Quand ils voyaient que j'avais un problème d'addiction et qu'ils refusaient de me prescrire les médicaments, c'était des menaces. C'était des menaces et ça peut même arriver à en venir au moi, en fait, tout simplement. J'ai tapé des médecins pour qu'ils me prescrivent des médicaments. Ça m'arrivait aussi d'aller casser des pharmacies le soir. Je demandais à la pharmacienne avec une ordonnance de me donner les médicaments et je repérais où est-ce qu'elle les prenait. Et je revenais le soir. Et je cassais la pharmacie, je rentrais dedans avec un sac de sport et je remplissais le sac de médicaments. Avec les médicaments, on n'a pas de limite en fait. Je ne vais pas penser aux conséquences. Je ne vais pas penser à ce qui peut m'arriver. Je vais directement faire la chose sans réfléchir, quoi. Donc après, c'est des gardes à vue et des gardes à vue répétitifs. Je conduisais énormément alors que j'étais complètement sous l'influence des produits. C'était des accidents de voiture tous les mois, quoi. Tous les mois, je me retrouvais à l'hôpital ou je me réveillais chez moi et je veux prendre mon véhicule pour aller quelque part et j'ai pas mon véhicule devant chez moi. Donc j'appelle un ami ou j'appelle ma soeur et elle me dit t'as fait un accident hier de voiture en fait. Et moi je me souvenais plus de ce qui s'est passé.
Ouais, Niaki, frère, ouais, tu fais quoi là? Tu fumes de. Ouais. Coupe le moteur, vas-y, on va démarrer la voiture. J'ai blessé personne. C'était vraiment des dégâts matériels. C'est une chance incroyable puisque voilà, si je tue quelqu'un sur l'autoroute et que je suis sous produit, sous médicaments, enfin là, c'est directement la prison. La famille sont dans le déni aussi. Ils m'ont quand même soutenu. Après, ils sont impuissants en fait. Ça veut dire quoi qu'ils fassent, ils peuvent rien faire en fait. Ils peuvent pas m'emmener chez le médecin de force, ils peuvent pas m'emmener voir un addictologue de force. Donc du coup, ils me voient m'enfoncer. Et le problème, c'est que voilà, quand on se retrouve en garde à vue ou quand la police elle vient frapper, elle vient toquer à la maison, là, on a les réactions de la famille. Ça veut dire que là, c'est là où on les entend, on va dire. Quand il n'y a rien de tout ça, quand on est seul à souffrir dans sa chambre, isolé, puisqu'on souffre de dépression, de manque, il n'y a pas de soutien, malheureusement. J'aurais aimé qu'on me pose plus de questions et j'aurais aimé qu'on m'encourage plus. Quand on est zombifié devant les amis, quand on est vraiment à plat, quand on a un discours complètement incohérent, les gens nous jugent en fait. J'ai eu très peu de personnes qui sont venues me voir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe, ce que je traverse, pourquoi je suis complètement shooté, pourquoi je suis endormi, pourquoi je pète les plombs tous les jours, pourquoi j'ai un comportement déplacé. Dans les quartiers, on pense qu'on est solidaire, on pense qu'on s'entraide, mais on s'entraide pour les mauvaises choses. C'est-à-dire qu'on va s'entraider pour faire la bagarre avec le quartier d'à côté, où on va s'entraider entre guillemets pour aller faire de l'argent sale. Et moi, je l'ai vu et je l'ai remarqué, on ne s'entraide pas dans les vraies choses de la vie. On va voir une personne qui se drogue à une drogue dure, une personne qui est en dépression par exemple. On ne va pas aller la voir, on ne va pas aller l'aider. On va la juger. On ne dit même pas mot addiction, on dit drogué. On dit drogué. On dit c'est un drogué. Parce qu'il est malade. La personne qui prend du shit et de l'alcool, elle est aussi droguée. On a tellement banalisé le truc, cette addiction-là, que c'est normal en fait pour tout le monde. Et dans les quartiers, on ne s'ouvre pas entre potes, malheureusement. Au quartier, j'ai jamais vu un mec dire je suis triste, je suis déprimé, j'arrive pas à dormir, je suis anxieux, je pense que je suis en dépression ou je suis en dépression. Parce qu'elle va se sentir jugée. On ne parle pas de maladie mentale. Tu vas voir demain, tu dis autour de toi, au quartier, tu vas voir un psychologue. Ils vont dire il a pété un plomb. Il va voir un psychologue, il a pété un plomb. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est que j'ai eu un accident de voiture en fin 2021, novembre 2021. Et j'ai vu le véhicule dans quel état il était. Donc j'ai décidé de me faire hospitaliser en psychiatrie. Et c'était la première fois que je voyais un psychologue et j'ai vu le bien que ça me faisait en fait. Il faut que j'aille dans cette démarche de soins. En fait, il faut que je m'écarte de mon environnement en fait. Et après la psychiatrie, on m'a transféré dans une post-cure pendant un mois. J'ai dû y rester 6 mois, mais ça s'est mal passé. Et pareil, quand je suis sorti, j'ai mis un pied dehors. Je me suis dit là, c'est fini, je touche plus à aucun médicament. J'ai arrêté de prendre des médicaments le 16 février 2022. Au bout de quelques semaines, je pensais que j'allais rechuter, puisque vraiment les symptômes y revenaient de plus belle. Et j'ai décidé quand même de continuer à me battre. On m'a passé une adresse et un numéro de téléphone de groupe de parole aux dépendants qui ont le même parcours, qui ont un problème d'addiction. J'ai écouté les dépendants parler de leur vie, de leur expérience. Je me reconnaissais dans tous les partages. Aucun jugement, on pouvait tous dire. Et ce jour, j'ai pris la parole, et j'ai parlé, j'ai dit des choses que j'ai jamais dit à personne. Ça m'a aidé à ne pas consommer. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours abstinent. Je revis. Je ne sais pas si je peux dire je revis, puisque j'ai l'impression d'avoir jamais vécu en fait. Je vis. Je découvre ce que c'est que des émotions, je découvre ce que c'est d'avoir une conversation avec une personne en face de moi et à comprendre tout ce qu'elle me dit, ce que c'est que dormir sans médicaments. Je découvre la joie, je souris maintenant. Faut pas avoir honte de ce qu'on est en fait. Faut pas avoir honte de nos difficultés. Pour ma part, ça a été l'addiction. J'ai eu honte de ça, mais ça m'a empêché de me rétablir.
Donc j'encourage les gens à aller vers le rétablissement et aller vers des choses qui nous fait peur, qu'on n'a jamais faites, hein, ne serait-ce que se confier à une personne, à un psychologue, d'aller consulter, quoi, de faire les démarches qu'il faut pour se rétablir et qu'il y a toujours de l'espoir.